Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change. Pour être à l'écoute des marchés, restez à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct à la télévision via vos box. Émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les prochaines réunions de Banque centrale qui sont en train de se préparer. On est à 2 semaines de la prochaine réunion de la Banque centrale européenne avec une attente qui sera délivrée d'une baisse de taux d'au moins 25 points de base, mais pour le reste, le consensus semble toujours aussi difficile à former, voire divisé au sein du Conseil des gouverneurs. J'en veux pour preuve l'interview qu'a donnée aujourd'hui la membre allemande du directoire de la BCE, Isabelle Schnabel, qui reste plutôt ferme, c'est le moins qu'on puisse dire. Le message en substance d'Isabelle Schnabel est de dire qu'il convient de rester très prudent sur les baisses de taux futures. Attention à ne pas s'aventurer trop loin en matière de baisse de taux, alors que Isabelle Schnabel l'estime. Nous approchons du taux neutre. Je rappelle que le taux de dépôt BCE est aujourd'hui à 3,25 et sera sans doute à 3%, voire moins à l'occasion de la réunion de la BCE le 12 décembre prochain. Ce sera notre sujet de discussion à la une dans un instant avec nos invités de Planète Marché. Le consensus impossible au sein de la Banque centrale européenne, alors que le marché, lui, met une pression énorme et s'attend à voir un taux de dépôt reculer peut-être sous les 2% d'ici la fin de l'année 2025. Dans le contexte politique qu'on connaît tous en France, il n'est pas surprenant de voir les actifs français sous-performer, une sous-performance qui s'aggrave encore un peu aujourd'hui, avec un risque politique qui remonte d'un cran. La question étant de savoir si le gouvernement actuel de Michel Barnier survivra aux questions budgétaires qui seront posées dans les prochains jours et les prochaines semaines à l'Assemblée nationale. Dans ce contexte, le spread se tend. On a touché 90 points de base entre le 10 ans français et le 10 ans allemand aujourd'hui, et le CAC 40 sur la partie action continue de décrocher, de sous-performer par rapport à ses pairs européens, et je ne parle même pas des indices américains qui, eux, continuent de creuser l'écart avec le reste du monde. Jamais la prime de valorisation des actions américaines par rapport au reste du monde n'aura été aussi élevée qu'en cette fin d'année 2024. On a battu encore de nouveaux records sur les marchés américains hier en clôture avec un S&P 500 à plus de 6000 points désormais. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur le thème de l'exploration spatiale. Nous décrypterons cette thématique avec Ronnie Michali, le président de Galilée Asset Management, qui sera en plateau avec nous à partir de 17h45. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui nous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Morose, oui, l'ambiance est morose aujourd'hui, notamment à la Bourse de Paris, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, les investisseurs ont en tête le risque politique français. Michel Barnier a prévenu que le budget pourrait être adopté grâce au 49.3. Sous la menace de la censure de la part des autres partis, le Premier ministre français a mis en garde. Si le gouvernement tombait, il pourrait y avoir des turbulences graves sur les marchés financiers. Bon, sur le marché obligataire, la tension est palpable. Oui, les incertitudes sur l'avenir du gouvernement Barnier pèsent sur les taux. Le rendement de l'obligation française à 10 ans est à nouveau supérieur à 3%, au coude à coude avec le taux grec. Le rendement de l'obligation allemande de même échéance s'établit autour de 2,15%. L'écart se creuse à nouveau entre les taux allemands et français, atteignant jusqu'à 90 points de base au plus haut depuis 2012. Bon, situation de tension qu'on retrouve également sur les indices actions. Oui, en Europe, les indices évoluent en ordre dispersé. En France, spécifiquement, le CAC 40 recule de 1% autour des 7100 points. Le secteur bancaire fait les frais du risque politique. Société Générale cède 4%, Crédit Agricole 2,5% et BNP Paribas 2%. En lanterne rouge du CAC 40, c'est AXA qui perd 5%. Du côté américain, l'agenda statistique était relativement chargé aujourd'hui avec une semaine un peu tronquée. Ce sera Thanksgiving demain aux États-Unis. Et donc, la publication du Core PCE, notamment l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale américaine, avait lieu cet après-midi. Oui, il ressort parfaitement conforme aux attentes à plus 2,8% sur un an en octobre, après plus 2,7% en septembre. Sur un mois, l'indice progresse de 0,3% comme prévu. Les investisseurs ont également pris connaissance de la deuxième estimation du PIB américain
pour le troisième trimestre qui est confirmé à 2,8% après 3% le trimestre précédent. Bon, intéressant de noter également sur le marché obligataire américain que la détente se poursuit. Oui, le rendement de l'obligation américaine à 10 ans se détend donc encore autour de 4,25% aujourd'hui. Le rendement à 2 ans se détend également autour de 4,20%. Le dollar recule avec un euro-dollar autour de 1,0520. Bon, et puis une sanction à noter sur le marché américain du côté des entreprises. Dell annonce que son chiffre d'affaires sera inférieur aux attentes. Le titre ouvre en repli de plus de 13% à Wall Street. Pour le trimestre en cours, la société anticipe des revenus entre 24 et 25 milliards de dollars et c'est sous les attentes. Son concurrent HP prévoit également un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes. Le titre cède 10% à l'ouverture. Plus largement, c'est l'ensemble du secteur tech qui est en repli aux États-Unis. Après ces perspectives décevantes, Nvidia et Microsoft reculent légèrement. Bon, quel sera le programme de demain? Journée un peu particulière, puisque les marchés américains resteront fermés, c'est ça, Pauline? Oui, pour Thanksgiving. En Europe, les investisseurs prendront tout de même connaissance de l'estimation préliminaire de l'inflation allemande du mois de novembre. Côté micro, on regardera les résultats de Rémi Cointreau. Tendance, mon ami, chaque soir. Pauline Gratel est avec nous en ouverture de Smart Bourse pour vous apporter les infos sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Benatia est avec nous, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Mabrouk Chetouane nous accompagne également. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la stratégie de marché global chez Natixis IM et Alexandre Baradez également à nos côtés. Bonsoir Alexandre. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes chef analyste chez IG. Je veux bien qu'on commence avec l'Europe et peut-être la problématique à ce stade pour la Banque Centrale Européenne. Nathalie, la prochaine réunion aura lieu dans un peu plus de 2 semaines maintenant, le 12 décembre prochain. Et les positions se confirment. Interview d'Isabelle Schnabel aujourd'hui, qui reste ferme, droit dans ses bottes. Est-ce que c'est normal à ce stade de voir la membre allemande du directoire défendre cette position de prudence? Attention à ne pas aller trop loin, à ne pas aller trop vite. Nous sommes déjà proches du taux neutre, estime Isabelle Schnabel. Je sais que c'est un débat infini chez les économistes et les banquiers centraux. Position allemande de Schnabel qui n'est pas surprenante. Moi, ce qui me marque, c'est quand même la divergence qui semble s'accroître au sein du Conseil entre les gouverneurs et les membres du directoire. Parce que, à l'opposé d'Isabelle Schnabel, on a quand même des discours, alors alarmistes, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas des discours qui commencent à demander une fonction de réaction beaucoup plus agressive de la part de la Banque Centrale Européenne. Oui, est-ce que c'est surprenant de la part de Schnabel? Sans doute pas. Est-ce qu'elle exagère en disant qu'on est proche du taux neutre? Sans doute aussi, malgré tout. Mais alors, bon, il y a cette interview de Bloomberg, on pourra y revenir, mais vers le milieu du mois de novembre, pardon, ouais. Elle a fait un discours qui était plus intéressant sur l'incertitude, la politique monétaire et l'incertitude. Et finalement, ses conclusions, c'est que les banques centrales ne peuvent plus s'appuyer sur des relations macroéconomiques stables, ce qui est embêtant quand on alimente des modèles. Et ces conclusions sont intéressantes et ça peut-être tracer ce que va être ou ce que voudrait être la fonction de réaction de la politique monétaire. Ce qu'elle nous dit, c'est les taux directeurs, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire de la politique monétaire, parce que c'est rapide et on peut se retourner rapidement. Les achats d'actifs, c'est utile en cas de crise. En filigrane, le quantitative easing, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça et c'était peut-être pas si efficace que ça sur les données macroéconomiques. Et en plus, je traduis le langage de banque centrale, c'est galère quand on veut en sortir. Oui, voilà. On n'est pas encore complètement sorti. Voilà. Donc, elle dit, alors là, elle le dit quasiment texto, dans le futur, si on a besoin de recourir au quantitative easing, il faudra réfléchir, de voir si ça vaut vraiment la peine. Et quelque chose de très très intéressant et qui va probablement nous occuper pendant les prochains mois, la forward guidance, c'est-à-dire les indications qu'on peut donner sur les décisions futures de politique monétaire, c'est bien, mais ça risque il ne faut pas se sentir bloqué dans une forward guidance et ça nous ramène
à la notion d'incertitude. Au premier point. Quand la macroéconomie est très volatile, dire dans 2 mois je baisse les taux, ça peut être gênant si on se sent les mains liées. Avec une position comme celle d'Isabelle Schnabel, quand bien même c'est pas une surprise, mais Isabelle Schnabel est un membre important, elle fait partie des membres qui comptent. Qu'est-ce qu'on peut attendre du discours de la BCE et du consensus dont Christine Lagarde a la charge le 12 décembre prochain? Il ne faudra pas en attendre beaucoup à nouveau, c'est ça Nathalie? Alors ça va être sans doute compliqué comme d'habitude pour Christine Lagarde. Pourquoi? Parce qu'en décembre on va avoir le nouveau jeu de prévision économique de la Banque Centrale Européenne ou des banques centrales nationales. D'ailleurs, je ne sais plus trop où on en est dans ce jeu. Ça change, une fois sur deux. Dans ces prévisions, qu'est-ce qu'il va y avoir? Vraisemblablement pas énormément de changements, puisque là encore, on en revient au modèle macro. Et ce que les modèles macro d'à peu près tout le monde nous disent en ce moment, c'est qu'on va avoir une croissance qui devrait se tenir. On peut être très sceptique là-dessus, mais le modèle, quand on lui fait une augmentation mécanique du pouvoir d'achat, ça fait que la croissance peut se tenir. Et normalement, si on envisage un léger ralentissement des hausses de salaire, ça fait que l'inflation baisse. Et justement, précisément, Isabelle Schnabel, dans son interview à Bloomberg, elle est revenue sur quelque chose qu'elle n'avait pas dit depuis 2 ou 3 fois, c'est-à-dire l'inflation dans les services est trop élevée et il faut la voir ralentir. C'est pas on attend à ce qu'elle ralentisse, c'est il va falloir la voir ralentir. Et c'est ça le hiatus au sein du comité, les gens qui suivent les projections et ceux qui veulent voir avant de payer en quelque sorte. Bon. Comment est-ce que les choses peuvent évoluer? Parce que c'est vrai que la pression est très forte, à commencer par la pression des marchés. Dans l'interview qu'elle donne aujourd'hui à Bloomberg, Isabelle Schnabel, elle est forcée de le reconnaître, puisqu'on lui signale quand même que le marché voit un taux de dépôt à 1,75 peut-être fin 2025. Et elle est obligée de concevoir effectivement que les marchés ont une lecture assez différente de celle qu'elle fait aujourd'hui. Comment est-ce que tout ça se rassemble, notamment à l'occasion de la réunion du 12 décembre prochain pour la BCE, Mabrouk? C'est quand même la même personne qui indique effectivement que les indicateurs d'activité, finalement, on peut leur donner un crédit relativement faible, en citant justement les PMI, les indices PMI, qu'on a en Europe, en disant finalement, ça reflète un ralentissement de l'activité manufacturière, qui est assez faible, et tout le monde est inquiété finalement de voir que la partie service qui tenait jusqu'à présent, elle aussi est passée un peu en dessous du territoire, de ce seuil de 50. Bon, j'ai trouvé que sa réponse était un peu hallucinante concernant justement ces données. En fait, c'est la seule donnée dont on dispose pour essayer un peu de voir où se situe le cycle, on va dire, en quasi temps réel. Donc ça ne va pas en Europe. Clairement, si on se fie effectivement à cet indicateur, ça ne va pas du tout. Sur l'activité. Sur l'activité, ça ne va pas. Et à un moment donné, et la Fed a exhumé un papier de Ben Bernanke, 95, qui indique une chose, mais absolument essentielle pour comprendre finalement un peu ce qui se passe en Europe, c'est que quand on a eu de la restriction monétaire, le secteur qui est effectivement le plus touché, le secteur manufacturier, puisque intensif en facteur capital. Le secteur service, lui, ne ressent pas trop finalement cette restriction parce qu'il est intensif en facteur travail. Le facteur capital, étant donné, lui, qu'il est dépendant finalement des taux d'intérêt, on comprend pourquoi finalement on a justement cette aggravation finalement du secteur manufacturier qui n'est pas liée qu'à la politique monétaire. Il y a plusieurs facteurs, mais la politique monétaire en fait partie. Et donc, à mon sens, il est urgentissime même de desserrer en quelque sorte la contrainte monétaire que subit la zone euro. Aujourd'hui, à mon sens, la politique monétaire et le niveau des taux d'intérêt, quand bien même, effectivement, on regarde le taux d'intérêt réel qui n'est qu'à 0,4%, mais qui ne reflète pas ce qu'on appelle la posture monétaire, mais qui reflète une anticipation, à mon sens, de croissance future, donc ça veut dire très très faible. À un moment donné, il va falloir se dire, très bien, on est largement au-dessus du taux neutre, quand bien même, effectivement, Madame Schnabel, effectivement, prétend le contraire. Je pense qu'effectivement, il va falloir mettre un peu plus de baisse de taux sur la table. Qu'est-ce qui va la faire changer d'avis? C'est-à-dire, si si Schnabel est un verrou, j'allais dire, au sein du board, quel type de données, quel type d'informations va faire que le consensus pourra être trouvé, au moins peut-être, je ne sais pas, pour baliser le chemin un peu plus, pour peut-être signaler que le taux neutre est un objectif déjà à atteindre, etc., etc. Je pense que c'est même une erreur de raisonner sur ce fameux taux neutre, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il est en fait en réalité. Donc partir sur quelque chose effectivement de peu fiable, enfin de pas mesurable directement, est pour moi quand même assez misleading. Le point fondamental, c'est de dire oui. Avec la baisse de l'inflation, un peu plus finalement de pouvoir d'achat pour les ménages et une consommation, ça a été souligné dans son discours, qui a tenu.
Mais là aussi, il y a une contradiction en quelque sorte. On a quand même une politique budgétaire dans la quasi-totalité des pays européens qui va être restrictive. Et donc, on sait bien ce qui se passe dans des pays où les taux d'épargne tutoient des records, en France, en Allemagne. Quand vous introduisez la restriction budgétaire, il y a un effet ricardien qui se produit, on épargne plus, on consomme moins. Donc, globalement, son raisonnement macro, à mon sens, et c'est la première fois que finalement je suis assez vent debout contre les déclarations de la BCE, ce n'est pas le moment. Dans un contexte où on le voit bien, le pragmatisme américain va l'emporter sur, encore une fois, le dogmatisme européen. Il faut arrêter d'être dogmatique, il faut laisser filer un peu l'inflation, ça ne fera pas de mal aux pays endettés. Ça, c'est de l'ordre du souhait, Mabrouk. Le 12 décembre, c'est pas ce qui va se passer. Non, mais le 12 décembre, Christine Lagarde va annoncer sa baisse de taux de 25 points de base, il n'y a pas de souci avec ça. Nathalie le soulignait, règle versus discrétion. C'est un peu ça aussi la question, c'est qu'on ne veut pas se lier les mains effectivement avec une forward guidance qui serait trop forte et qui nous contraindrait finalement à annoncer davantage de baisses de taux qui ne pourraient peut-être pas avoir lieu ou finalement qui entraînerait la BCE sur des sentiers finalement un peu dangereux. Mais néanmoins, à un moment donné, Christine Lagarde va devoir dire, écoutez, au gré des évolutions macro, au gré des risques qui pourraient frapper effectivement la zone euro, nous allons effectivement devoir agir et cette action consistera à mon sens à baisser les taux. Moi, j'ai été frappé, Alexandre, là, vendredi sur la publication des enquêtes PMI. Alors, on a débattu ici ad nauseam du manque de fiabilité de ces enquêtes et de la décorrélation qu'il y avait entre ces enquêtes et la réalité qu'on pouvait mesurer sur des données un peu plus dures. Néanmoins, le flash crash qu'on a eu sur l'euro, sur la publication de ces PMI, pour moi, a résonné quand même comme un signal d'alerte, quoi. Oui, parce que tout le monde l'a vu. Oui. L'euro était déjà sous pression même déjà avant l'élection américaine, c'est le Trump trade, donc l'euro est déjà sous pression. Puis l'élection qui confirme Trump, à nouveau coup de pression. Et puis les PMI qui ont enfoncé le clou, on se dit, si effectivement l'activité est déjà intrinsèque et moyenne et qu'en plus Trump rajoute une couche de taxes là-dessus, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On est à 8%, 9% de baisse, au moins 8% depuis le pic à 1,12. Septembre, c'est ça. Voilà. Ouais. Après, la question de l'équipe, ce que vous disiez, qu'est-ce qu'on regarde finalement comme données, c'est vrai que les enquêtes sont des enquêtes. Et de quelle manière l'élection américaine a influencé cette enquête-là? Est-ce que c'est des réalités dans les carnets de commandes, dans les intentions d'embauche, les fixations des prix ou autres qui ressortent là-dedans? Auquel cas, effectivement, c'est plutôt très inquiétant. Ou est-ce que c'est une anticipation peut-être exagérée de ce que sera l'économie européenne sous le joug et la pression de Trump, et du coup qui serait plus pessimiste que l'économie réelle à ce moment-là, parce que l'autre côté du raisonnement d'Isabelle Schnabel, c'est effectivement cette inflation, on a beaucoup moins parlé de ça, mais l'inflation sous-jacente en zone euro, elle est toujours à 2,7. Juste avant les chiffres PCE cet après-midi aux États-Unis, c'était le même chiffre d'inflation corps qu'on a aux États-Unis. Sauf que chez nous, la croissance n'est pas la même. Alors qu'aux États-Unis, effectivement, il y a une demande qui est quand même très forte. Et donc, c'est probablement ça aussi le problème. Dans quelle mesure l'inflation peut être un problème politique? Est-ce qu'à 2,7 d'inflation sous-jacente, on a vu une coalition qui chancelle, qui faiblit en Allemagne, en France on a vu aussi. Est-ce que c'est lié à des effets comme ça durables d'inflation élevée qui a forgé les esprits et qui a entraîné des mécontentements politiques? Biden aux États-Unis a en partie perdu l'élection aussi. Ce dont on parle de plus en plus en Europe, c'est quand même les licenciements. C'est plutôt l'emploi. C'est plutôt ce qu'on voit en Allemagne. C'est plutôt les opinions justement sur les intentions d'embauche ou sur les perspectives en matière d'emploi. C'est quand même beaucoup ça qui attire l'œil aujourd'hui. C'est effectivement de quel côté sera le mécontentement si effectivement l'activité tombe en contraction et qu'il y ait des licenciements. Et effectivement, on se contenterait à ce moment-là effectivement d'inflation en échange de garder son job. En plus, et là j'abonde ce que disait Mabrouk là-dessus, c'est l'Allemagne en plus, il y a quelques semaines, c'est même un ministre allemand, je ne sais plus si c'est économie ou finance, qui disait en filigrane que l'Allemagne aurait besoin aussi d'une BCE qui baisserait les taux plus rapidement. Parce que cet énorme chantier qui va s'ouvrir et qui, je pense, va avoir lieu en Allemagne dans les 24 prochains mois, va être peut-être gourmand en besoin de financement. On voit déjà des projets, là on en parle, ce projet hydrogène, 19 milliards, etc. Si l'Allemagne peut en plus se financer de manière moins chère sur les marchés, elle n'a pas trop de problème, je pense, à le faire souvent, mais si les conditions s'assouplissent encore, je pense qu'elle ne cracherait pas dessus. Donc c'est sûr que par rapport au challenge et au rapport Draghi qui devrait se mettre en place et ce qui va, je pense, être un impératif de mise en place de certaines parties de ces mesures-là, mieux vaut le faire effectivement qu'un environnement monétaire plutôt accommodant, exactement ce qu'a fait par exemple le Biden, le plan infrastructure ou autre, c'était avant que les taux ne montent plein pot et on a pu s'en être facilement d'abord Covid et puis ensuite 2021, avant que l'argent ne coûte plus cher aux États-Unis. Donc ce serait le bon moment effectivement dans cette transition de projet européen qui va être nécessaire d'avoir une politique monétaire qui soit quand même plus accommodante que ce qu'elle est actuellement. Il y a peut-être un tout petit point effectivement qu'Alexandre a évoqué qui est hyper important pour peut-être comprendre la dichotomie notamment entre les États-Unis et la zone euro
concernant justement cette dynamique d'inflation qui est similaire notamment sur la partie sous-jacente, c'est que, Alexandre l'a bien souligné, on a quand même une problématique de demande en fait aux États-Unis. Oui, et en fait, demande qui reste supérieure au potentiel. Oui, bien sûr. Et qui justifierait pourquoi la Fed devrait peut-être encore continuer un petit peu à ne pas baisser les taux. On va pas y aller trop vite. Oui, on va pas y aller trop vite, parce que le marché a tendance à s'emballer. Mais le marché s'est ajusté là-dessus. Oui, non, mais le marché... J'ai bien compris que la Fed n'irait pas à 3% taux final. La Fed va encore peut-être diminuer ses 50 pour décembre, et puis on va s'arrêter là et on va voir. Côté BCE, effectivement, le problème qu'on a, c'est que la demande est insuffisante. Effectivement, on a sans doute des chocs d'offres qui sont derrière et qui justifient cette stabilité de l'inflation sous-jacente, donc des effets sur lesquels la BCE ne pourrait pas intervenir. Et on comprend pourquoi, finalement, Elisabeth Schnabel indique effectivement pourquoi il est urgent d'attendre en quelque sorte, parce qu'on a besoin de voir. Et en fait, cette thématique du besoin de voir relève tout simplement du fait que, en fait, c'est pas la demande qui drive l'inflation, c'est plutôt effectivement les contraintes d'offres. Et cette contrainte d'offres, du coup, mécaniquement, s'exerce sur l'inflation et empêche la BCE finalement de pouvoir agir. Un point qui n'a pas été peut-être dit mais qui peut être pensé, c'est est-ce que même si les banques centrales sont indépendantes, est-ce que l'aspect politique peut rentrer en compte? C'est-à-dire que si la BCE adopte une politique souple avant que Trump n'arrive, le risque c'est que l'euro passe sous la parité et que du coup on le disait entre le point à 1,12, le point haut, le dernier point haut, et si on passe sous la parité, 10-11% de baisse, c'est quasiment l'équivalent de ce qui viendrait gommer les effets des taxes. Est-ce qu'il y a un raisonnement peut-être? On attend encore un peu ou 2 mois avant de laisser passer les... Et en même temps, faire ça dans la situation budgétaire que connaît la France, est-ce que ce ne serait pas perçu par certains comme un petit coup de pouce, peut-être un peu trop facile, etc. Non, mais enfin, la question politique, elle se pose dans tous les sens de ce point de vue-là. Nathalie, je vous laisse réagir. Oui. Je veux bien qu'on parle de l'Allemagne aussi, effectivement, et de comment vous voyez les enjeux autour de la réforme du frein à l'endettement, au moins comment est-ce que vous voyez la conversation se mettre en place? Oui. Alors, avant l'Allemagne, peut-être qu'un moyen pour Christine Lagarde de trouver un consensus au sein de son comité, ce serait de sortir la carte Trump et de dire, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, ça va augmenter l'incertitude, les entreprises ne vont plus investir, les enquêtes se sont dégradées à cause de cette incertitude, les ménages, etc. Donc ça peut être une façon d'accompagner ce changement, peut-être de discours de... Mais Trump, c'est une carte qui va dans le sens de plus de baisse de taux. Voilà. D'accord. Non, mais je sais pas. Au bémol, oui. Tout à fait juste, du niveau de l'euro, de la parité. Ouais. Après, on peut se demander aussi si la BCE, finalement, si les marchés attendent des baisses de taux de la BCE, et que quelques membres disent peut-être pas trop. Mais si les taux longs allemands restent où ils sont, est-ce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça? On l'avait vu avant la baisse de taux de juin. On avait vu tout au long pendant le printemps, les indices IFO, les indices PMI s'amélioraient, et dans les raisons, c'était on attend les baisses de taux de la BCE. Après, sur l'Allemagne, alors c'est vrai que c'est Angela Merkel qui a dit qu'il faudrait peut-être revoir, c'est symbolique. Est-ce que pour autant... Freiheit, c'est le nom de son livre, 700 pages, vous l'avez tous commandé pour Noël, j'imagine. Oui. Ce sera à déguster sans fin. Est-ce que pour autant ça va aller très vite? Franchement, je crois qu'on n'en sait pas. Il y a déjà la première épreuve de l'élection à passer. De voir ce qui va, j'ai l'impression que, vu en France, on a l'impression qu'on va faire sauter le coffre-fort allemand et que les Deutschmark vont inonder l'Europe. Ça paraît peu vraisemblable. Et donc, voilà. Il faut remettre un peu l'église au milieu du village. Oui, mais ils en parlent quand même. Oui. C'est l'enjeu de cette élection. La barre est haute, il faut les 2/3, je crois, effectivement, pour modifier la règle constitutionnelle. Donc je comprends que la position d'un Friedrich Merz, par exemple, qui est prétendant et qui est pour l'instant en position d'être peut-être le futur chancelier, il est obligé d'en parler, et en même temps, il ne peut pas trop effrayer non plus, parce que Angela Merkel le rappelle dans son livre, cette règle, elle est aussi destinée à protéger les générations futures. Et j'ai l'impression que dans la psyché allemande, ça reste quelque chose d'important. Oui, bien sûr. Oui, ça reste quelque chose d'important. Effectivement, ce serait sans doute plus facile pour le centre droit de porter ce projet, mais ce sera certainement très, très compliqué malgré tout. Surtout, là c'est un peu tôt, surtout si la campagne électorale induit des dissensions qui iraient en s'élargissant comme à peu près. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas attendre un signal clair, puissant, dès le 23 février, dès qu'une coalition émergera des urnes en Allemagne.
Ouais. Non, mais peut-être que le signal viendra de Donald Trump, en fait, en réalité. Parce que même autant Trump pourra aider Christine Lagarde, il pourra peut-être aider finalement l'Allemagne, mais par le canal, effectivement, qu'on attend le moins, c'est-à-dire en gros la dépense militaire. Enfin, je veux dire, en gros, encore une fois, Trump peut dire écoutez, c'est très simple, vous vous débrouillez avec maintenant votre OTAN. Nous, on peut continuer à vous aider à la seule condition que vous augmentez de manière tout à fait substantielle le poids des dépenses militaires dans votre budget. Bon, c'est une première phase, parce qu'effectivement, là, c'est pas tout à fait même si l'Allemagne a beaucoup augmenté effectivement le poids de ses dépenses, ça peut être une première finalement approche pour aider quelque part l'Allemagne à dépenser davantage. Alors, protéger les générations futures. J'ai pas l'impression finalement que globalement les pays qui utilisent l'arme budgétaire, on va encore reprendre le cas des États-Unis, sont pas du tout en train de faire exactement, c'est-à-dire en gros de protéger les générations futures en générant finalement plus de croissance, en favorisant finalement. On connaît l'histoire. Toute la discussion. Oui. C'est une discussion d'ordre politique. Enfin, en économie, on est tous d'accord sur le fait que protéger le potentiel de croissance. Sauf qu'on peut très vite retrouver les États-Unis sans que rien ne change, avec un niveau de dette sur PIB qui serait à 120, 130, 135. Ça peut aller très vite et très facilement à ces niveaux-là, sans avoir forcément non plus un Trump délirant, maximaliste, etc. Même sans rien faire. Voilà, même sans rien faire. Exactement. On se retrouve à 135. La dérive naturelle des finances publiques fait que de toute façon. Est-ce qu'on continue de protéger les générations futures avec ce type de niveau d'endettement? Mais tout dépend de la manière dont vous dépensez, encore une fois. Et c'est là justement le génie de Biden, en quelque sorte. Ce qu'il a mis en place, c'est que véritablement, c'est une préservation de la capacité des États-Unis à générer de la richesse pour le futur. Bon, encore une fois, tout est dans la méthode, bien évidemment. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui un blocage quasiment intellectuel qu'on connaît depuis très longtemps vis-à-vis effectivement de l'utilisation de cette arme budgétaire. Je crois que le ratio dette sur PIB en Allemagne, il est de l'ordre de 60%. Ça fait rêver tout le monde. C'est pour ça que vous parliez effectivement de la France qui espère effectivement que le coffre-fort va exploser. Ça n'arrivera jamais, évidemment. Et donc, du coup, à un moment donné, si on ne le fait pas maintenant, si on ne protège pas maintenant notre capacité à produire en Europe, parce qu'il s'agit de ça, en fait, en réalité, ça va être très compliqué pour les générations futures. C'est là le paradoxe. Bon. Sur le cas de la France, là, le spread 90, le CAC, enfin déjà que les indices européens ont rendu un peu de performance, le CAC sous-performe même les pairs européens aujourd'hui. C'est vrai que ce matin, il y a quand même un télescopage de deux facteurs. C'est les déclarations de Michel Barnier, alors qui pour moi, c'était pas des déclarations qui ont mis l'huile sur le feu, c'est-à-dire qu'il avait déjà observé que depuis le début de la semaine, le spread commençait à se tendre. Et hier, à bon escient, il a dit attention au risque. Vous voyez des marchés. Donc finalement, le marché a un peu rebondi là-dessus, mais c'est déjà un momentum qui est initié depuis avant les déclarations de Barnier. Et au même moment, Isabelle Schnabel qui fait ce discours. Donc c'est sûr que si l'espoir un peu monétaire disparaît au moment où le spread se tend, c'est pas la meilleure équation. Après, toujours rappeler, c'est pour le grand public, c'est quand même bien de le faire, la crise, la panique. Voilà, la panique, c'est 190 points de base en 2011, OAT Bund, là où l'Italie, c'était 500 points de base. Donc ça, c'est la panique. Et quand tout va bien, la France, le spread avec l'Allemagne, c'est 20, 30, 40, voilà, à peu près entre 2015 et avec des petites bosses. Donc 80 points de base, 90, c'est très inconfortable. C'est pas encore la panique. Après, il y a l'aspect aussi, on parlait du CAC aussi, du rôle du CAC, enfin de l'impact que ça a sur le CAC. À un moment donné, je pense quand même, je trouve que c'est pas la panique justement. C'est-à-dire que le CAC, même si on le voit à 6008, c'est quoi, 5% plus bas, c'est pas la fin du monde, ça fera un bon 15% depuis le sommet. Je pense pas qu'on soit sur une situation similaire à celle, par exemple, de 2022, où là, il y avait un enchaînement d'obstacles absolument incroyable, la guerre en Ukraine, la Chine qui était toujours confinée à ce moment-là, et puis les banques centrales qui durcissaient à coup de 50 points de base, même 75 points de base à certaines réunions. Là, c'est de trouver effectivement un meilleur équilibre budgétaire, de trouver un meilleur équilibre en Europe, mais il y a aussi cette baisse de l'euro qui rend quand même les actifs européens plutôt sexy quand on voit ça vu des États-Unis. Si on doit payer en dollars, faire le change ensuite, déjà 10% de baisse, plus 8% de baisse de l'euro. À un moment donné, je pense qu'il y a des facteurs mécaniques en fait qui vont simplement faire que le CAC n'ira pas plus bas parce qu'avoir un indice avec des rendements de 3-4%, là où les marchés américains, s'il y a pas de rotation qui s'opère, vous pouvez aller sur l'Europe générer ça. Je pense que les niveaux de l'euro en fait vont être un soutien pour les marchés européens, le MIB, le CAC et également le DAX. Donc je ne suis pas fondamentalement inquiet pour la situation marché, en tout cas partie action, à condition évidemment que la partie budgétaire ne dérapera pas complètement. Mais aujourd'hui, pour terminer, la très très bonne nouvelle quand même, déjà la Commission a validé ça, pour ça c'est un petit exemple, mais l'autre exemple pour les marchés, c'est l'Italie, ça ne bouge pas d'un poil. On est à 130 points de base à peu près de spread BTP Bund, c'est grosso modo les niveaux les plus faibles qu'on ait depuis fin 2021, donc plus bas de 3 ans sur ce spread Italie. L'écartement du spread France-Allemagne, il se fait dans un moment de rallye obligataire, où les taux baissent. C'est ça, et ils baissent depuis. Alors, ils baissent, on peut pas dire que c'est une détente, mais
lié aux inquiétudes de Trump, lié à l'élection américaine. Mais c'est quand même une très bonne nouvelle parce que ça montre que l'Italie, malgré un endettement historique, dette PIB qui est bien plus élevé que la France, domino, quoi. voilà, il y a surtout l'impulsion qui a été donnée par Meloni sur l'aspect budgétaire, et ce qui montre qu'il y a quand même un historique de dette plus élevé. Le changement de trajectoire, l'inflexion de trajectoire suffit à rassurer le marché obligataire. Donc la France... On n'est pas encore en train de jouer l'éclatement de la zone euro, quoi. Bon, on traite le cas français comme il le mérite. Voilà, oui. Mais il n'y a pas de velléité de se dire, parce qu'évidemment que si la France saute, tout saute, quoi. Donc il n'y a pas cette... non mais... On a l'impression que de la marge. un peu vite, mais... La marge, donc ça panique, quoi. Oh, vache, on sera tous d'accord là-dessus. Mais il n'y a pas cette velléité Non, on a dans le l'impression marché qu'il y a de la marge, d'attaquer l'euro On a cette impression quand en on tant que voit tel, le quoi. comportement de marché, les volatilités obligataires notamment. D'accord avec ces observations? Oui, oui. Ouais. Oui, la France est un espèce de feuilleton, entre guillemets, qui dure. Alors on peut prendre qui commence, quoi. Enfin, qui dure. Ouais, ça fait non. Enfin, ça dure depuis 23 cet ans, été. oui, ça fait, oui, d'accord. Depuis cet été, finalement, qu'on est dans cette Depuis le espèce. dernier budget à l'équilibre, c'est ça? Oui, bah ça dure. Alors. Ouais, je pense qu'il n'y en a pas eu depuis très très longtemps, une quarantaine d'années, à part quelques Je accidents. crois que sous les finalement. 3%, c'est 23 ans. Ouais, mais enfin, bref, tout ça Bon, pour bref. dire effectivement que l'incertitude politique, effectivement, ça paye, ça ne paye pas du tout, au contraire, ça sanctionne. Et c'est aussi, en fait, pour rebondir finalement sur la situation économique en France, mais encore une fois, si vous mettez de l'incertitude, en gros, les entreprises vont pas investir, vous mettez de l'incertitude budgétaire, les ménages vont plus dépenser. Ça peut se corriger vite ou pas? Si on est dans un scénario où la France ne crache pas et qu'on trouve quelque chose, un compromis et un budget, est-ce que le choc de confiance négatif, d'incertitude qui se propage là depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, est-ce qu'il peut au moins en partie se renverser assez vite? De quel point de vue? D'un point de vue marché, d'un point de vue macro? D'un point de vue marché, il peut se renverser, effectivement. On peut dire, oui, bon, on a conclu un accord, on a trouvé un budget, donc le spread peut commencer à se tasser. Va-t-il revenir sur les niveaux, effectivement, près, on va dire, des solutions? La réponse est non, parce que la situation reste, effectivement, très fragile. Maintenant, d'un point de vue macro, encore une fois, le choc de confiance négatif, il est là en Europe, donc, et en France particulièrement. Donc, on va avoir, effectivement, des budgets qui vont être sous contrainte, mais pas seulement en 2025, mais des années plus tard. Oui. Et en fait, Voilà, non, mais la difficulté, elle est là. Donc, vous mettez effectivement une situation peu visible, d'un point de vue macroéconomique, ça ne va pas aider. Mis bout à bout, quel est le profil de croissance qu'on a à ce stade pour la zone euro en 2025 en tête, Nathalie, entre le pouvoir d'achat, l'inflation qui baisse, les salaires réels qui montent, à l'inverse des budgets plutôt restrictifs ou moins accommodants, qu'est-ce que ça donne en termes de profil de croissance? Entre les optimistes et les pessimistes, on est juste sous 1% ou juste au-dessus. D'accord. Voilà. Mais ça veut dire un risque de récession. Non, mais ça veut dire, toutes choses égales par ailleurs, un risque de récession qui reste quand même limité, marginal, minoritaire. Pas de risque de récession. Effectivement, il n'y a pas pour le moment. Alors, il faut se méfier, ça peut aller très vite, de crise constatée sur les marchés obligataires. Mais ce qu'on constate quand même, on l'a vu dans la hiérarchie des spreads, c'est que les marchés félicitent plutôt les bons élèves récents, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal. Sont conscients. Alors sur l'Italie, il y a à la fois des aspects techniques en rallye. On va chercher l'Italie parce que ça paye un peu plus. Oui. Mais malgré tout, l'Italie sait dégager des excédents primaires, ce qui n'est pas le cas de la France. Donc effectivement, il y a cet élément en ce moment. Mais voilà, pour le moment, personne ne price une explosion. Non, une explosion on n'est pas revenu quand même dans les affres de la crise souveraine qu'on a vécue. Parlons de Trump. Alors moi, la séquence m'intéresse beaucoup, là. Notamment sur les tarifs, puisque tout commence par là. Non, mais c'est intéressant. Donc, il nomme Bessent, on a la petite douceur sucrée de la nomination de Bessent sur les marchés, l'adulte dans la pièce, il est là. Et puis, dès le lendemain, Trump nous dit, Day One, ce sera déjà tarif, 25% pour le Canada et le Mexique, qui sont peut-être les deux partenaires les plus imbriqués avec les États-Unis qu'on puisse trouver. Et puis, bien sûr, la Chine, un petit 10% pour commencer. Comment vous analysez le fait qu'il attaque assez fort sur des partenaires commerciaux dont on se demande ce qu'il pourrait obtenir de plus aujourd'hui, Canada et Mexique, et pourquoi commencer seulement avec un 10% sur la Chine quand il n'a pas arrêté de nous promettre un 60%? Eh oui. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Donald Trump? Sans doute les 100 premiers jours. Et vraisemblablement, il va vouloir marquer les esprits pendant les 100 premiers jours. Donc là, on peut entrer dans une phase d'incertitude peut-être plus musclée que ce que tout le monde envisage. Alors pas forcément avec des chiffres, avec un résultat final qui sera très spectaculaire, mais en tout cas des annonces, alors ce sera plus à travers
à travers X, anciennement Twitter, ce Non. sera à travers son réseau social. Mais le côté Fast and Furious, il a les marges de manœuvre politique pour, vous dites, il ne faut pas minorer le côté un peu, je vais aller vite et fort tout de suite dans les 100 premiers jours. D'autant plus que ces marges de manœuvre politique, elles sont peut-être pas si confortable que ça. Parce que certes, il a la majorité au Sénat, à la Chambre des représentants, mais déjà la Chambre des représentants, sa majorité n'est pas énorme. Et puis surtout, parmi les élus républicains, il y a des gens qui ont réussi à gagner un État qui avait été gagné par Biden 4 ans auparavant, et qui se disent, il ne faut peut-être pas que j'aille trop loin si je veux conserver mon poste dans 2 ans, puisque les élus américains ont toujours les midterms Donc la carte MAGA, elle a 2 faces, quoi. C'est-à-dire, on va sans pour un doute- républicain standard, Oui, voilà, MAGA, ça peut être bien, mais attention, Ouais. il ne faut pas que ça aille trop loin non plus, quoi. On va sans doute assister à une sorte de référendum en temps réel de l'influence de Trump au sein du Parti républicain, et il en est vraisemblablement conscient, parce que c'est un animal politique, bien évidemment. Ouais. Alexandre, Oui. sur les premiers pas de... Oui, déjà, rebondir dessus. C'est vrai qu'il y a la carte Trump comme tête de gondole pour se faire élire. Et après, il y a ceux qui penseront, dernier mandat de bien Trump, sûr. et à l'avenir d'art politique. Si on veut être nos républicains dans 4 ans, peut-être adopter un programme qui soit plus raisonnable, un peu moins extrême que la carte Trump. Donc ça, c'est tout à fait possible qu'il y ait ce double effet-là. Après, sur les taxes, le fait qu'il n'ait pas mentionné l'Europe, est-ce que il faut voir un signe moins négatif? Est-ce que c'est un oubli? Bon, les marchés ont quand même réagi. Hein. En Europe, on a bien vu que ça... Oui, l'auto a bien réagi. Ça a bien réagi. Mais oui, c'est sûr que... Ou est-ce que c'est pour taper plus fort en deuxième couche? C'est cet aspect probablement bad cop et puis good cop. C'est-à-dire que c'est la méthode un peu classique. D'ailleurs, même sur d'autres thèmes, on voit que des bruits commencent à circuler sur une nouvelle rencontre éventuelle entre Trump ou son équipe et Kim Jong-un. Donc on a l'impression de revivre le mandat précédent, c'est-à-dire les mêmes méthodes, les mêmes approches, avec des résultats qu'on connaît ensuite. Donc si c'est à peu près le même mode opératoire, ça aura peut-être moins d'effet de sidération du marché, de surprise, parce qu'on connaît un peu le personnage. Après, c'est sûr que si c'est radical et qu'il va jusqu'au bout, il faut rappeler quelques chiffres, par exemple pour le Mexique ou le Canada. Canada, 77% des exports du Canada, c'est les US, et le Mexique, c'est plus de 80%. Donc c'est sûr que s'il met la barre là où il l'a mise, il y a un risque. Mais il me semble qu'il y a un risque qui va être sous-estimé et qui va peut-être faire que justement, c'est là que B7 va être efficace. Le dollar a beaucoup grimpé. On sait que l'économie, les grands groupes du SP 500, 2 tiers, 3 quarts d'activité, se fait sur le sol américain. Donc, c'est pas forcément un besoin export. Mais il y a quand même, on va dire, un bon quart qui se fait, d'activité qui se fait sur le moteur export. Le dollar, actuellement, on voit déjà sur les indices que dans les nouvelles commandes d'export ou autres, ça commence à peser. Donc, s'il tape très fort sur la Chine, très fort sur l'Europe, on va vendre à qui? Enfin, les États-Unis, les groupes exportateurs américains vont vendre à qui si ces zones entrent en récession. Donc c'est peut-être ça aussi qui va limiter un peu son champ d'action pour éviter que le dollar aille trop haut aussi à un moment donné, et du coup assouplir un peu le message pour que tout le monde arrive, que les États-Unis restent premiers, mais que les autres ne s'effondrent pas non plus complètement autour de lui. C'est peut-être ça qui va le côté un peu dollar fort, taux fort, coût de la dette aussi, et B5, c'est ça qui a plu au marché. On a vu la petite réaction, une petite détente des taux et du dollar après sa nomination. Il y a quand même un pouls de Trump, quoi. Enfin, il y a l'idée que l'attention que Donald Trump peut porter au marché financier, notamment, je pense aux 60-40 des Américains, au Dow Jones, au 401K, enfin tout, voilà, ce sur quoi les Américains sont investis. Et il commence souvent ces meetings en demandant comment va votre 401K, quoi. Est-ce que vous êtes content? Non, mais il le faisait en 2016, il l'a fait encore cette année. L'attention qu'il porte au marché, c'est quand même dans l'esprit de beaucoup d'investisseurs l'idée qu'il y a un put, quoi. C'est-à-dire, il peut faire baisser le marché à un moment avec des tweets, des annonces un peu fortes, etc. Mais j'ai l'impression que tout de suite, en deuxième lecture, le marché va dire ah non, mais le Dow Jones, ça reste son KPI préféré. Ouais. Il ne peut pas faire baisser le Dow Jones de 20%. Oui, mais est-ce que le Dow Jones, là, le marché ont battu record sur record sous Biden parce que beaucoup d'expansionnisme budgétaire et autres, ça a soutenu l'activité. Il sait probablement que le marché qui a déjà fait 20-30% en ligne droite a besoin à un moment donné peut-être de respirer aussi. Donc il se dit que si dans les premières semaines du mandat, le marché est un peu stressé, tant mieux. voilà, Oui. c'est pas forcément. Si ça doit baisser, autant que ça baisse maintenant. Voilà, c'est pas forcément gênant, mais il y a un autre élément, j'ai oublié lequel d'ailleurs, sur la question des valos. Oui, pardon, c'est sur l'aspect Bessant, pardon. C'est que non, j'ai oublié mon raisonnement. Bon, plus tard. non, mais en tout cas, Voilà, c'est revenu. C'est la question du Trump trade, qui a beaucoup lifté les marchés. Et le risque que nous pourrions avoir, finalement, c'est pas d'un marché qui corrige un peu plus volatile parce que l'économie américaine va mal. C'est l'idée que le marché s'est fait de ce mandat Trump qui pourrait être très radical, très extrême, et qui finalement serait peut-être plus modéré. Plus raisonnable. Et du coup, ça pourrait mécaniquement générer des prises de gains sur un marché avec une politique moins expansionniste et donc un point de soutien à l'activité économique.
En attendant, là, qu'est-ce que vous dites de la situation? Enfin, je veux dire, on ne peut pas se mettre contre le momentum des actions américaines qui sont en train d'agrandir l'écart avec le reste du monde de manière spectaculaire. On relèvera les compteurs en fin d'année, mais ce que je dis, la prime pour détenir des actions américaines n'a jamais été aussi importante aujourd'hui par rapport au reste du monde. Pour autant, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir de la rotation dans peu de temps, parce qu'il y a aussi un peu de statistiques aussi. C'est-à-dire, depuis combien de temps l'Europe n'a pas surperformé les marchés américains? Si on regarde depuis 10 ans, il y a eu 2 années en fait. On a surperformé, et au max c'était 3% de surperf, je crois, 2017. Et là, c'est la pire année de sous-performance. Voilà. Mais si vous regardez par contre la décennie d'avant, 2000-2010, 8 années sur 10, l'Europe a surperformé, et parfois de plus de 5, 6, 7%. Toute la période 2002, juste avant la crise des subprimes, on a surperformé. On a surperformé de mémoire pas en 2007, mais en 2008. Donc il y a eu 8 ans sur 10 entre 2000 et 2010 où l'Europe, le stock 600, a surperformé le SP500. Donc c'est pas impossible. Et donc à un moment donné, c'est de la rotation qui s'opère. Moi je pense que statistiquement, forcément, ça a plus de chances d'arriver après un 25% d'écart de perf que non. Et s'il y a le plan Draghi, si la Chine fait un peu de stimulation, si chacun soutient un peu son économie, moi je vois plutôt ce plan-là. Soutien économie Chine, soutien économie Europe dans les 12-18 mois qui arrivent, et avec un euro qui est bas, de donc rattrapage. soutenir un peu de rattrapage, un peu de rotation. Des actions. Ça fait beaucoup de si, malheureusement. Donc, Ouais, non, mais attends, l'écart sur les actions, quand même. Là, le CAC est à moins 5, le S&P est à plus 25. Bon, on verra. Regarde juste le ratio de valorisation, le ratio de PE, oui. S&P 500, Stock 600, c'est 61%. On n'avait jamais vu ça. Oui, voilà. Mais ça s'est écarté bizarrement parce qu'on était sur une espèce de moyenne, on va dire, à la louche de 15% entre 99 et 2017. Q1 2017, ça a commencé effectivement à dérailler. D'accord? Donc, tous les ans, début d'année, c'est le moment de voir une inflexion, le retour à la moyenne, qui ne s'est jamais produit par ailleurs. Et non, jamais. Ouais, en fait, non, il y a une vraie tendance. on refermera jamais l'écart. Oui, non, mais c'est d'accord. À un moment donné, il n'y a même pas le début d'une stabilisation, en fait. Donc, c'est ça qui est quand même assez terrifiant quand on regarde les courbes un peu sur longue période. Octobre, sur 6 mois, ça peut durer sur 6 mois, quoi. Même pas, je crois. Donc, quand Octobre vous regardez 22 et puis début 23, là, l'Europe surperforme quand même. Dernier trimestre 22, effectivement, l'Europe surperformait. Parce qu'on avait ce rattrapage, entre guillemets, mais on avait accumulé tellement de retard à cause du confinement. Non, confinement, on n'est pas sur des. Oui, on est sur des facteurs exogènes. C'est ça, en fait, qui est quand même dommageable. Et le point également qui est extrêmement important, c'est que Trump, effectivement, a remporté, ça a été commenté partout, le vote populaire. Ce qui entre en écho avec cette espèce de 100 jours de pression maximale qu'il a, non pas de la part des marchés, etc., mais surtout de la société américaine qui a voté massivement, on va dire, pour lui. C'est un plébiscite. Et donc, il va effectivement taper, cogner effectivement sur ses partenaires commerciaux. Bon, la Chine et le Mexique, la Chine, le Mexique et le Canada, finalement, c'est des ennemis faciles. L'Europe, les Américains, on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais à la limite, on leur tapera dessus après. En fait, c'est presque humiliant qu'ils nous aient pas ciblés pour Day One, quoi. C'est ça? Oublié, exactement. Non, mais c'est presque ça, en fait. La coalition, quoi. Non, mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils exportent? Des voitures allemandes. Non, mais c'est tout. Non, mais si on caricature, c'est à peu près ça. Mais en réalité, finalement, l'impact inflationniste que tout le monde décrit en disant tarif égale inflation, c'est pas tout à fait vrai, en réalité. Ouais. Et c'est là où il faut un peu se calmer. Et c'est là où je rejoins effectivement ce que dit Alexandre, c'est qu'on a peut-être effectivement exagéré tout cette espèce d'impact démentiel que va engendrer les politiques macroéconomiques de Donald Trump. Inflation, pas sûr. Croissance, pas sûr. Explosion des déficits, pas sûr non plus. Tout dépend de ce qu'il fait. Enfin, où il met le curseur. Voilà, s'il fait tout ce qui a été mis sur le papier pendant ces mois de campagne... Oui, non, mais d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé entre 2018 et 2020 quand il s'en est pris à la Chine? Les tarifs ont augmenté, les tarifs sont partis de 3% pour arriver à 20%. Ils sont allés graduellement. Ça a pris 2 ans. Donc là, effectivement, le 60%, c'est un chiffre, à mon avis, qui est sorti du chapeau et qui a effectivement, s'il arrive à faire déjà passer de 20 à 40, ce sera déjà miraculeux. Et en fait, il dira, mais j'ai remis tout le monde à la table des négociations pour pouvoir effectivement négocier. Oui, bien sûr. C'est la méthode Trump, c'est pas une surprise. Et a priori, ça devrait bien se passer. Un Trump qui ne serait pas si reflationniste que ce qu'on a pu craindre à un certain moment, Nathalie, oui, vous y croyez? Paradoxalement, le discours de la Banque Centrale Européenne, de plusieurs membres, c'est pas tellement de mettre l'accent sur le risque inflationniste lié à l'inconnu Trump, mais plutôt sur les risques sur l'activité. Et ça s'est fait très très vite, finalement, cette bascule. Bon, les droits de douane, c'est inflationniste le premier mois. Ouais.
Et ensuite, c'est récessif. Et après, c'est potentiellement récessif. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et ça va cadrer suivre, bien Trump sûr. quand même, ça, vous pensez? Il y a des limites de la réalité économique, des marchés qui vont encadrer quand même les dimensions, les 3-4 dimensions clés de sa doctrine Les sur dimensions, l'immigration, la régulation, voilà. etc. Sur l'immigration, ce qu'il a évoqué pendant la campagne électorale, c'est tout simplement impossible. Voilà. Non, mais Donc, j'entends bien. donc il va sans doute durcir les lois sur l'immigration, peut-être procéder à quelques expulsions, D'accord. histoire de... Des symboles, il a quoi. fait vraisemblablement symbolique. Enfin, D'accord. virer tout le monde des États-Unis, ce n'est pas possible. Non. Et là, ce n'est pas possible pour l'économie américaine. Et c'est à la fois récessionniste et inflationniste en prime. Donc là, sur les deux tableaux. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est de l'ordre du fantasme. Ouais. Sur le moteur de la dérégulation, ça peut être un moteur puissant quand même pour la croissance américaine, au moins à court terme? Sûrement pour les actions, hein, c'est ce qui est derrière beaucoup la hausse des actions, vraisemblablement. Après, là aussi, jusqu'à... Mais ça génère de la croissance économique En tout cas, ça fait plaisir aux chefs d'entreprise D'accord. et aux actionnaires. Ouais. Je ne pense pas me tromper, et aux investisseurs. Donc, qui se disent c'est toujours ça de prix. Après, on peut se poser des questions à plus long terme sur est-ce qu'il faut vraiment déréguler l'intelligence artificielle ou est-ce qu'il ne faudrait pas, au contraire, la réglementer un peu plus et un peu plus, y voir ce qui peut se passer. Mais je crois que le réflexe pavlovien, quand on entend Dérégulation. oui. Encore une fois, les investisseurs en actions ont plutôt tendance à apprécier. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une réalité économique derrière les effets de la dérégulation se voient dans l'économie réelle à un certain stade? Oui, ça se voit parce qu'on a bien vu que Trump avait dérégulé le secteur effectivement des banques. Des petites banques, lors de son premier mandat. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça s'est bien vu en mars 2023, boum, on a une crise. Mais ça a permis effectivement l'expansion de ce secteur. Donc on a effectivement la dérégulation amène de l'expansion et amène effectivement ensuite des phases de contraction et de crise. Et là, c'est ce qui va se passer de nouveau. Alors sur un autre aspect, par exemple la partie énergétique, il a indiqué effectivement vouloir revenir sur toute la réglementation qui encadrait les activités de fracturation hydraulique, etc. Donc là aussi, ça va générer de l'investissement dans le secteur de l'énergie et le secteur industriel. Donc oui, ça va effectivement avoir un impact économique et globalement, la régulation, c'est toujours le même problème. C'est des allers-retours et on va voir effectivement, ça va causer de la croissance et ensuite un peu moins. Bon, il nous reste quelques secondes là, Alexandre. Vos vues de marché là, sur la fin d'année, là, il reste, je ne vais pas compter, mais il reste un mois de bourse, quoi, grosso modo. Je ne vois pas trop de potentiel de baissier sur l'Europe. Quand on regarde le Eurostock 50 ou le MIB, des indices, je vois plutôt ce qu'on a, le MIB italien par exemple, très latéral. Je pense que ça peut se poursuivre. Je ne vois pas de phase de rechute lourde ou autre. Donc plutôt un risque de s'ennuyer un peu dans des zones de range ou autre. Le CAC peut être un peu plus bas, 6008, mais je ne vois pas de gros risques en dessous. Et juste pour terminer sur la discussion d'avant, c'est que l'un des effets positifs que pourrait avoir cet aspect de dérégulation américain, on voit que le ministre des Finances ou de l'économie, je ne sais pas lequel, la fin de semaine dernière, allemand, l'allemand, plutôt l'AUS qui plaît. Alors, c'est pas où ça rentre en compte, mais justement là-dessus en disant trop d'administratifs, trop de réglementation, et l'allure à Draghi, trouver un accès aux capitaux. Donc c'est un peu comme l'OTAN à l'époque, c'est-à-dire de dire Trump il dit vous payez pas assez, on a payé plus. Trump dérégule, l'Europe va peut-être suivre pour ne pas être trop à la traîne. Donc ça peut être des effets positifs sur la lourdeur administrative européenne, ça peut peut-être l'alléger un petit peu. Prenez des risques. De la value aussi. Donc c'est peut-être ça aussi qui est très intéressant. Donc et peut-être pas un faux départ pour une fois. Donc on verra. Alexandre a cité les exemples effectivement de la période de pré-grande crise financière, post-bull.com et pré-grande crise financière, entre les deux. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Nathalie Benatia, BNP Paribas Asset Management, Mabrouk Chetouane, Natix ICM, Alexandre Baradez, IG. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, le quart d'heure thématique. Nous parlons gestion thématique justement avec un focus ce soir sur le thème de l'exploration spatiale décryptée comme il se doit par Ronnie Michalil, président de Galilée Asset Management. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Bon, que dire de ce thème de l'exploration spatiale, alors qui appartient aux 25 grandes thématiques que vous analysez à travers votre modèle de recherche propriétaire, le codex des thématiques.
c'est peut-être quand même une des thématiques les plus nouvelles, non, Ronnie? Absolument. Oui. On n'a pas vraiment de données dans nos indicateurs avant 2022, on va dire. Hein. Dans nos indicateurs, bien sûr, on va chercher les fonds et les ETF de la place. Et bien sûr, on va agréger après les sociétés qui reviennent le plus, dont les occurrences sont les plus nombreuses. Et on n'a pas vraiment de données avant 2022 parce qu'il n'y a pas assez de fonds et pas assez d'ETF qui existent. Un gisement qui n'existait pas il y a encore quelques années à peine. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut dire de la thématique au sens large et en quoi est-ce qu'elle coche les cases d'une méga tendance, Ronnie? Alors déjà, pour expliquer, pour ceux qui ne suivraient pas forcément tous les développements de l'exploration spatiale, il y a 2 principaux objectifs dans cette thématique. Le premier, long terme, rendre la vie multiplanétaire. Quoique le président Trump veut que nous allions sur Mars à la fin, avant la fin de son mandat. Oui. Donc ça devient peut-être un peu moins long terme qu'on le pense. Ouais. Et améliorer la vie sur Terre via l'étude de l'espace. Ça, c'est plutôt un objectif court terme, moyen terme, qui est actuellement déjà opérant. Donc voilà, évidemment, après, on va regarder si la thématique est structurelle, internationale et transversale, c'est ça qui lui fait mériter le rang de thématique d'investissement. Et alors, sur cette thématique, déjà, elle est portée par 3 méga-tendances, donc c'est beaucoup. Hein. La révolution digitale et robotique, la mutation des modes de consommation avec tous les services liés à l'espace maintenant qu'on utilise dans la vie de tous les jours, et la transition énergétique. Bien sûr, c'est quand même encore les dépenses publiques qui sont très importantes dans cette thématique, mais il y a de plus en plus de partenariats public-privé. On pourra évoquer bien sûr celui entre la NASA et SpaceX, mais ce qui fait vraiment le catalyseur de cette thématique, c'est la baisse colossale du prix, du coût de lancement des satellites. En fait, on était à 18 000 dollars par kilo de satellite lancé en 2000. On est maintenant à 2500 dollars par kilo de satellite lancé aujourd'hui. Donc ça a énormément chuté. Et en plus, on a un peu des nouveaux marchés, le tourisme spatial qui se développe de plus en plus. Alors, l'exploitation des ressources spatiales, c'est plutôt quelque chose qui est prospectif, mais pourquoi pas? Et tout ça donne finalement des perspectives stratosphériques, si j'ose dire, à cette thématique, puisqu'on est censé passer de 630 milliards, un marché de 630 milliards aujourd'hui en chiffre d'affaires, bien sûr, à 1800 milliards en 2035, donc à peu près dans 10 ans. Donc ça, c'est pour la dimension structurelle. Après, je peux détailler international et transversal, si vous voulez, très rapidement. Hein. Mais sur l'international, bon, ce qu'on peut dire, c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a la fameuse guerre des étoiles. Hein. L'accès au statut de puissance est permis par le fait qu'on ait une puissance spatiale. D'ailleurs, vous connaissiez l'US Navy, l'US Air Force. Maintenant, vous avez, depuis l'administration Trump 1, l'US Space Force, hein, parce que l'espace a été élevé au rang de priorité stratégique sous l'administration Trump 1. Ce sera encore plus le cas sous Trump 2. Et transversal, alors très rapidement, on retrouve cette thématique, on retrouve beaucoup de secteurs dans cette thématique, c'est ce qui fait son caractère multisectoriel, transversal. Bien sûr, l'industrie, je pense à une boîte comme Rocket Lab, hein, qui a lancé récemment 2 fusées et qui commence à prendre de l'ampleur. C'est quand même plus 320% de performance, hein, cette année, Rocket Lab. Mais aussi, bien sûr, dans la météorologie, dans la géolocalisation, dans les télécommunications, dans le tourisme, on vient d'en parler, et dans la santé. Bon, vous le disiez, effectivement, hein, les perspectives sont assez incroyables. La prospective chiffrée est assez spectaculaire. Et donc, depuis 2 ans, depuis qu'on a un gisement qui permet de mesurer la performance de cette thématique, oui, c'est une thématique qui performe très bien. C'est ça, Ronnie, qu'il faut comprendre. Hein. Tout à fait. Alors, surtout, elle a décollé, si j'ose dire, cette année. On voit qu'effectivement, jusque... sur le graphique ici avec l'exploration spatiale en bleu, le MSCI World en gris, on voit que ça suit à peu près les performances du MSCI World jusqu'à peu près la fin de l'année dernière et que réellement cette année ça a vraiment décollé. Une performance de 39% cette année. J'étais venu l'année dernière à peu près la même période pour vous la présenter. Il y a 53% de performance depuis la dernière fois qu'on s'est vu. En 2023 c'était plus 19 et 2022 c'était l'année effectivement où il fallait pas l'avoir parce qu'on a fait moins 20. Hausse des taux, etc. Hausse des taux. C'était pas le sujet de l'exploration
l'exploration spatiale pour tout de suite, quoi. Tout à fait. Ouais. Cela dit, hausse des taux, Grégoire, c'est plus mitigé que ça parce que finalement, il y a beaucoup de défense dans cette thématique. Ouais. Et donc, en fait, quand on regarde la corrélation MSCI World Growth, c'est 0,76 et la corrélation MSCI Growth Value, c'est 0,76 aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment une thématique très blend. Ouais. Voilà. En termes de croissance de bénéfices par action, on est plutôt sur du 12-13% de croissance. J'avais coutume de dire à l'époque que cette thématique permettait d'avoir les croissances des thématiques autour de la tech, comme le cloud, la robotique et l'IA, etc., sans en payer le prix. Ouais. Là, les valos ont quand même augmenté, puisqu'on est à 27 fois au niveau du... quand même, au niveau du les 7 PER. magnifiques se payent 30 fois, quoi. Donc on n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. PE-là, quoi. On est, par rapport au cloud et à l'IA, on est peut-être 3-4 points en dessous, pas plus. D'accord. Donc voilà, et beaucoup d'intensité de R&D dans cette thématique. Plus de 6% du chiffre d'affaires en moyenne de ces boîtes sont réinvestis dans la recherche. Bon, justement, qu'est-ce qui fait les forces, qu'est-ce qui font les forces et les faiblesses de cette thématique, Ronnie? Alors, les forces, bon, clairement, sans aucun conteste, on en a déjà parlé, la baisse du coût du lancement. D'ailleurs, ça se voit dans les chiffres. On avait 2300 satellites en 2019 en orbite. En tout et pour tout, aujourd'hui, on en a plus de 10 000 quand même. Donc, réellement, il y a eu un essor incroyable du nombre d'objets qui ont été lancés depuis ces dernières années. Bien sûr, notamment en relation avec Starlink et la constellation qui est autour de l'entreprise d'Elon Musk. Maintenant, on a beaucoup de partenariats publics-privés. On a parlé un petit peu de la NASA avec SpaceX. Alors évidemment, la NASA a reconduit SpaceX pour l'envoi d'astronautes vers la Station spatiale internationale et qui devrait d'ailleurs viser à avoir des Américains dans la Station spatiale internationale jusqu'en 2030, tout en sachant qu'en 2031, elle disparaît, donc quasiment une présence continue finalement. Également, SpaceX a été choisi par la NASA pour tout ce qui est système d'atterrissage lunaire dans le cadre du programme Artemis, qui vise à renvoyer des astronautes sur la Lune. Donc ça, c'est un exemple de partenariat public-privé. On a aussi Palantir, Microsoft. Alors, c'est deux entreprises privées, mais Palantir a vocation à fournir à des agences de renseignement, à des agences de défense des données qui sont ensuite utilisées et mises sur les clouds de Microsoft. Donc ça, c'est je comprends. au niveau d'entreprises privées pour le public. Donc ça, c'est vraiment les points forts et l'implication des milliardaires. Il n'y a pas que Elon Musk, il y a Jeff Bezos avec Blue Origin, il y a Richard Branson, voilà pour les points forts. Les points faibles, on a eu en géopolitique quelques anicroches entre la Russie, par exemple, et les États-Unis quand il y a eu l'éclatement de la guerre en Ukraine dans la Station spatiale internationale. Ça peut aussi faire perdre du temps et de l'argent à beaucoup de sociétés impliquées, et tous les sous-traitants d'ailleurs. Il y a la question de la privatisation de l'espace à des fins commerciales. Peut-être qu'on va légiférer à un moment, donc il faut faire attention quand même à toutes ces boîtes. Oui, il y a un cadre réglementaire qui est assez léger, j'imagine, à ce stade. Pour l'instant. Et puis, il y a bien sûr la notion de conflit d'intérêts avec Elon Musk qui avait des soucis avec la FAA, vous savez, le régulateur aérien américain qui trouvait qu'il n'était pas assez rapide pour autoriser les lancements de Starship, ou encore qui souhaitait un petit peu adapter les normes environnementales pour les lancements. On verra quel rôle aura Elon Musk, alors pas dans l'administration Trump, parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y serait pas, mais autour ou à côté de l'administration Trump, effectivement, et comment cette question des conflits d'intérêts entre ces différentes entreprises, dans l'espace, mais dans l'automobile également, se retrouveront à travers le rôle qu'ils pourraient avoir auprès de l'administration de Donald Trump. Qu'est-ce qu'on peut dire donc du gisement qui n'existait pas il y a quelques années, mais qui est en train de se former et de grossir aujourd'hui autour de ce thème de l'exploration spatiale? Absolument. Alors, il n'y a pas encore énormément de fonds et d'ETF. On a créé, nous, ce qu'on appelle un AMC, un Actively Managed Certificate, en allant chercher les sociétés qui revenaient le plus dans les fonds et les ETF de la place. Et on a pris les 50 les plus représentatives. Et donc cet AMC s'appelle Space Exploration. Il est réservé aux professionnels ou alors aux particuliers, mais qui ont des mandats discrétionnaires gérés par des professionnels. Et en fait,
son intérêt, c'est qu'il va avoir une liquidité un petit peu comme un ETF. On va avoir une transparence totale en fait des actions qui sont dedans. Et donc réellement, on va pouvoir avoir la quintessence, on va dire, des sociétés qui représentent cette thématique. C'est assez pur là, comme. C'est assez pur. D'accord. Effectivement. Okay. Et en fait, on enlève la subjectivité, parce que le problème de l'investissement thématique, c'est qu'il est subjectif, c'est sa richesse, mais c'est aussi sa faiblesse. On enlève la subjectivité puisqu'on va regarder dans tous les fonds et les ETF les actions qui ressortent le plus et on va les filtrer finalement pour avoir cet AMC. D'accord. Donc ça, c'est premièrement, bien sûr. Deuxièmement, à la concurrence, vous avez Vanex Space Innovators, qui est intéressant avec cet ETF, c'est qu'il va vraiment chercher les actions disruptives qui sont déjà dans une thématique disruptive. D'accord. Voilà, donc c'est les actions finalement qui vont façonner la future ère spatiale commerciale. Ça, c'est assez intéressant. Quand même des pure players et qui sont tournés vers le business de l'espace, l'économie de l'espace. Et enfin, vous avez Invesco Aerospace and Defense pour les investisseurs qui veulent aller sur la thématique mais sans y mettre 100% les pieds. Vous allez avoir plus des boîtes qui aussi appartiennent au segment de la défense. Vous allez avoir du Honeywell, vous avez alors du Lockheed Martin qui ont des activités spatiales et aussi de défense. Ouais. Ça équilibre ou ça stabilise aussi un petit peu la thématique, j'imagine. C'est l'intérêt d'avoir ce genre de couple dans la thématique. Absolument. Chez Invesco en l'occurrence. Merci beaucoup Ronnie. Merci d'être venu nous voir pour évoquer ce thème de l'exploration spatiale. On en avait parlé il y a un an effectivement, mais là c'est un thème qui a vraiment pris son essor au cours de cette année 2024 sur le plan boursier en tout cas. Ronnie Michali qui était avec nous en plateau, le président de Galilée Asset Management.